Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode du rapport Boivin, édition du 18 octobre 2018 pour la période qui vient de s'écouler, soit du 12 octobre à aujourd'hui. On enregistre à 2 heures, donc un petit peu avant que le cabinet soit officiellement formé. On saura y revenir un petit peu plus tard dans l'émission. Mais la nouvelle de la semaine, si vous n'êtes pas déjà écœuré, si vous n'avez pas déjà fait une indigestion, soit pour en avoir trop pris ou juste d'en entendre parler, c'est réellement la semaine sur le cannabis. Ça fait un bout de temps qu'on en entendait parler, mais là, c'est officiel, en date du 17 octobre à minuit 1. Et quand je vous dis minuit 1, là, il y avait des médias qui faisaient des décomptes à la seconde, qui nous disaient dans combien d'heures, combien de minutes, combien de secondes est-ce que le pot était pour devenir légal au Canada. Juste pour faire un petit retour sur tout ce dossier, on se rappellera, ça fait des années, c'est pas quelque chose que j'invente, là, depuis à peu près le début des années 70, peut-être même avant, on avait mis sur pied à l'époque une commission, la commission Ledin, pour voir un peu qu'est-ce qu'on devait faire avec cette substance. C'était très populaire, vous vous en rappellerez, dans les années Peace and Love des années 60. Et on avait parlé à ce moment-là de décriminaliser. Alors, les expressions décriminaliser, légaliser commençaient déjà à circuler. C'est passé beaucoup de décennies, beaucoup de gouvernements qui sont entrés au pouvoir, beaucoup de partis politiques, de nouveaux premiers ministres, et il n'y a réellement jamais rien qui se faisait à ce niveau-là. Quand j'ai siégé, moi, de 2011-2015, sous la bannière néo-démocrate, en passant, ce n'est pas mes couleurs NPD, c'est mes couleurs automnales, c'était, comme porte-parole à la justice, un des dossiers dont j'ai eu à traiter. Ayant un caucus là, d'un océan à l'autre et à l'autre, les positions étaient aussi diverses qu'il y avait de personnes dans le caucus. Autant on avait les gens très ouverts de la Colombie-Britannique qui voulaient à peu près légaliser toutes sortes et toutes formes de drogue. Il y en avait d'autres qui voulaient être plus prudents. Ma position, moi, a toujours été décriminalisons avant de légaliser. Alors ça, je m'en cache pas. Je suis pas convaincue qu'on connaît encore tous les tenants et aboutissants de cette légalisation qui est maintenant en vigueur depuis le 17 octobre. Mais c'est un peu de tout ça qui s'est passé. Est arrivé Justin Trudeau après sa course ou pendant sa course au leadership pour attirer un peu le vote jeune, a déclaré qu'il n'était pas pour la décriminalisation, il était pour la légalisation complète de la marijuana. Et que ce serait un projet de loi et une loi qui serait mise en vigueur dans son gouvernement s'il était élu. Il a été élu. D'ailleurs, petite parenthèse, moi je riais parce que j'ai croisé tellement de monde en campagne électorale qui me disait être contre la légalisation, mais qui ont voté libéral. Alors, tu sais, à un moment donné, là, il faut être conséquent avec soi-même. Cette semaine, ce qu'il y a eu d'absolument estomaquant, premièrement, vous le savez, les compagnies qui fabriquent le cannabis, la Société québécoise du cannabis, qui est la seule autorisée pour en faire la vente au Québec, et en passant qu'il n'y a pas des succursales partout. Alors, il y a des petites villes, en passant, qui ont maintenant leur succursale au moment où je vous parle, alors que d'autres, comme Gatineau, 4e plus grande ville au Québec, a absolument pas de succursale encore en vue, ni cette semaine, ni la semaine prochaine, ni probablement dans les mois qui viennent. Alors, les consommateurs d'ici doivent soit aller vers Mirabel, oui, parce que Mirabel a sa succursale, ou encore Montréal, pour y avoir accès s'ils veulent aller sur place l'acheter, ou sinon aller sur le site web de la Société québécoise du cannabis. Ils n'ont pas le droit de publiciser, autant les fabricants que les distributeurs. Je vous dirais qu'à travers le Canada, la plupart des provinces, au moment où on se parle, sont plus sur un mode de distribution par Internet. Donc, ça va, vous pouvez être sûr que Post Canada, parenthèse, Post Canada, le syndicat qui a annoncé la veille, le 16 octobre, qu'il donnait son avis de 72 heures à son employeur, qu'il y aurait des grèves rotatives. On a déjà vécu ça pendant le mandat de M. Harper, qui avait même forcé le retour au travail des postiers en prétendant que c'était essentiel à l'économie.
Et dans ce contexte-ci, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, si ça va avoir un impact sur la distribution. En tout cas, en termes de timing, bravo aux syndicats parce que ça peut-être fait un petit peu peur à des gens qui disent « Oh, je ne suis pas sûr que je veux faire ma commande en ligne puis que ça vienne par la poste, va-t-il avoir un problème? » En tout cas, tout ça pour dire que il y avait du monde en ligne, là, comme j'ai rarement vu, pour aller acheter le produit. Il y en a qui se sont rendus tôt le matin, alors que ça ouvrait, je pense, à 9 h ou 10 h, en tout cas, peu importe. Et ils ont fait d'assez bonnes ventes. La raison que M. Trudeau avait donnée à l'époque, rappelons-nous-en, parce que je pense que c'est important, il avait parlé d'enlever le marché noir, donc le crime organisé à l'intérieur de la vente, s'assurer de rendre ça plus, s'il n'y a pas de marché noir, s'il n'y a pas de crime organisé dans le pot, bien peut-être que ça empêcherait nos jeunes d'y avoir accès parce qu'ils n'auront pas le droit d'en prendre avant l'âge de 18 ans. Possiblement 21 ans au Québec, une fois que M. Legault aura présenté sa loi, il l'aura fait adopter pour faire passer l'âge minimal à 21 ans. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Bien, quand on les écoute, les ministres impliqués dans le dossier ou les représentants du Parti libéral et même de d'autres gouvernements provinciaux, c'est qu'on pense peut-être enlever une trentaine de pourcentage du marché du crime organisé. Bravo! Vous allez me dire, c'est quand même 30 % de moins, mais en tout cas, il y a déjà des gens qui disent qu'ils sont allés chercher les contenants pour le pot légal, de façon à pouvoir remplir de leur pot illégal. Le problème majeur, outre les bris de stock dont on a entendu parler cette semaine, une journée après la mise en vigueur de la loi, puis de la possibilité d'en acheter, rupture de stock, on voyait ça un peu partout. Ça ne pousse pas en 5 secondes, ça, le pot, en passant. Alors, j'ai hâte de voir comment ils vont s'adapter dans tout ça. Moi, je pense qu'une fois que la poussière va retomber, l'excitation, ça faisait un peu genre 26 décembre, Black Friday, vendredi noir. Tu sais, tout le monde, là, c'est pour la nouveauté, le kick de dire, d'aller voir quel genre de produits. On parle de jusqu'à 150 produits dans les boutiques de la Société québécoise du cannabis. Alors, tout ça mis ensemble, ça attire, ça frappe l'imaginaire et on verra bien. Je ne pense pas qu'on va devenir une société complètement gelée pour le restant de nos jours. Là, je ne pense pas que c'est le cas. Mais il y a des enjeux importants. Il y avait les producteurs américains qui ont pris une pleine page du Wall Street Journal. C'est pas rien, le Wall Street Journal, pour attirer l'attention de Donald Trump et dire que les méchants Canadiens, nous évidemment, on était en train d'envahir le marché du cannabis. Il faudrait peut-être que le gouvernement fédéral américain fasse quelque chose parce qu'on sait bien que les Américains aiment contrôler à peu près tout ce qui touche l'économie et à un point tel que même Brian Mulroney, ex-premier ministre canadien, vient d'être engagé, si vous voulez, pour aller siéger à un conseil d'administration d'une de ces compagnies américaines. Alors, il va travailler pour une compagnie américaine. Moi, je vous prédis que d'ici quelques années, il y a beaucoup de compagnies américaines qui vont faire des offres d'achat à nos compagnies canadiennes. Donc, non seulement les premiers, ceux qui ont commencé les premières corporations, genre Exo ici. D'ailleurs, ce qui me frappe souvent, mais on saura y revenir une autre journée, c'est combien il y a de gens qui ont gravité autour du Parti libéral du Canada, de Justin Trudeau, qui sont maintenant affiliés avec ces compagnies-là. J'entendais le représentant en communication de Exo, qui est un ancien ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, il faut le faire, libéral, et de voir comment ce sont ces gens-là qui ont parti tout ça, les valeurs sur les marchés d'échange, absolument, on fait des bons prodigieux, mais déjà, ça commençait à baisser. Allez pas tout de suite courir vous acheter des parts de ces compagnies-là. Pas certaine, moi, que ça va rester à ces niveaux-là. En fait, ça va être quelque chose à suivre, mais surtout pour les enfants, quand on a vu l'histoire de la petite puce de 5 ans qui a amené un sac de potes à son école dans son lunch du midi, m'a vous dire, un peu inquiétant. Est-ce qu'on banalise l'utilisation du cannabis? Quel genre de discussion est-ce qu'un parent va pouvoir avoir avec ses enfants alors que lui-même ou elle-même va être en train d'en prendre?
Moi, je me rappelle de mon père, quand il fumait, puis qu'il me disait de ne pas fumer la cigarette, je le regardais un peu en me disant « Crédibilité zéro de mon chum, là. » Alors, c'est un peu tout ça là, qui est là-dedans, mais je pense que tranquillement, respirons par le nez, peut-être pas le pot, mais respirons par le nez et attendons de voir dans quelques mois quelle est vraiment la situation et comment est-ce qu'on vit tout ça. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées cette semaine. C'est à croire qu'il n'y avait que le pot, mais quand même. La ville de Gatineau, en passant, qui a fait à travers ses policiers une conférence de presse un petit peu chaoteuse, pas évident qu'ils savent exactement. Puis c'est pas juste le corps de police de Gatineau en passant, c'est tous les policiers à travers le Québec et le Canada. Je suis pas convaincue qu'ils sont nécessairement prêts. Ils nous envoient le message qu'ils sont prêts, pas convaincus qu'ils sont prêts à s'assurer que les gens ne conduisent pas sous influence du cannabis. Mais parlant de la ville de Gatineau, il y a eu quelques petites mauvaises nouvelles. Il y a eu l'histoire de Mosaïculture qui n'aura probablement pas réussi à rentrer dans ses frais. Alors, on va voir ce que ça va coûter à la ville de Gatineau que cette aventure. C'est quand même une belle exposition. Il y a beaucoup de gens qui ont appris à travers le Québec à connaître Gatineau à cause de ça. Est-ce que ça n'en valait le coup? On saura y revenir. Il y a encore beaucoup de rencontres entre certains membres du conseil municipal de Gatineau et les inondés des différents secteurs. Les gens ne sont pas nécessairement tout à fait satisfaits des informations qu'ils reçoivent. On sent que ça va coûter un bras, pas seulement à la ville, donc aux payeurs de taxes dans leur totalité, mais aussi aux gens qui habitent certains secteurs de la municipalité et qui vont être pris à régler certains problèmes qui sont peut-être pas des problèmes d'ensemble, mais bien de secteurs très ciblés. Alors, ça risque de peut-être leur coûter certaines taxes en surplus. Il y a le conseiller Jean-François Leblanc. Le droit nous annonçait qu'il avait installé de façon non conforme des quais dans le coin de la marina, du coin de la Brosse, là. Et lui nous dit que c'est à la demande. Pendant sa campagne électorale, il y a beaucoup de gens de ses électeurs qui le demandaient. Il a ramassé des morceaux. Ils ont installé ça un petit peu, je dirais pas n'importe comment, mais sans obtenir les autorisations du ministère d'Environnement. N'importe quel autre citoyen se ferait taper sérieusement sur les doigts. On va voir ce qui va arriver avec tout ça. Ce que je retiens de toute cette histoire, puis peut-être que M. Leblanc, conseiller municipal du parc du Lac-Beauchamp, devra faire la même chose, c'est de se rappeler combien, des fois, c'est important de peut-être juste faire face à la musique, de dire, ben regarde, erreur de pitcher et on passe à autre chose, plutôt que de dire, non, non, j'ai toutes mes autorisations selon ce que le droit écrivait, et après ça, de se faire prendre un petit peu la main dans le sac. Il y a eu la question des priorités qui sont remises un petit peu en question parce que le conseiller Marc Carrière de Masson-Angers qui voulait peut-être qu'on revienne sur la question de sortir, d'avoir une sortie dans le coin de Masson-Angers en s'en allant vers Ottawa. Et ben là, les autres membres du conseil ont dit « wow » dans le coin de la rue Georges. Et les autres conseillers ont dit « wow, là, on va s'entre-déchirer, on a déjà mis en place certaines priorités et il ne faut pas commencer à diviser les dossiers à ce niveau-là. » En santé, ça bardait du côté des infirmières, des professionnels et travailleurs techniques. C'est triste, c'est 2 poids, 2 mesures selon le CISO. On y reviendra un de ces jours. Merci! Grâce à votre appui au service des plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, tout est possible pour les enfants amputés. Des membres artificiels, des ressources, des séminaires, du soutien moral, notre attitude positive. Tout ça nous vient de l'association. Grâce à votre appui, l'Association des amputés de guerre change la vie des enfants amputés tous les jours. Merci! Re-salut tout le monde, une petite pause pendant ce temps-là, c'est excitant parce que pendant qu'on enregistre, croyez-le ou non, le premier ministre du Québec, maintenant officiellement assermenté, François Legault, est en train de présenter les membres du premier cabinet de la coalition Avenir Québec. C'est un grand moment
pour le Québec dans le sens que c'est la première fois depuis des décennies qu'on va avoir un cabinet de ministres qui ne provient pas soit du PQ ou bien du Parti libéral du Québec. Alors, il y a une espèce d'énergie différente cette semaine qui provient de Québec. Il y a eu les assermentations des différents députés élus, des différents candidats qui ont été élus à Québec. C'est des moments très spéciaux. Moi, je me souviens encore de mes 2 assermentations. C'est des moments que tu n'oublies jamais, que tu vis avec ta famille, avec parfois les autres collègues du parti, mais qu'en fait, tu devrais partager avec tes électeurs parce que c'est eux autres qui t'ont mis là. Pour François Legault, ça sort un petit peu au compte-gouttes, fait que j'aurais probablement fini l'émission avant même de connaître toutes les nominations au cabinet, mais je peux vous dire d'office que déjà mentionné, on parle de Simon Jolin Barrette, évidemment, à l'immigration, la laïcité et comme leader parlementaire. C'est un homme de confiance de François Legault. C'est un homme articulé, un bon communicateur et dans les dossiers en question, qui sont des dossiers chauds pour la Coalition Avenir Québec, c'est important d'avoir quelqu'un de solide à la tête de ce dossier. Un dossier qui va aussi être extrêmement important, puis c'est pas une surprise, la santé, surtout pour une région comme la nôtre, et c'est Danielle McCann qui est maintenant la nouvelle ministre officiellement de la santé et des services sociaux. Puis juste avant la pause, je vous parlais en matière de santé, on est en négociation locale présentement entre le CISO et différents groupes syndicaux. Et cette semaine, on avait la Fédération des infirmières, le groupe d'infirmières du CISO qui ont livré une tonne de citrons pour dire que c'était le pire employeur, le CISO, qu'elles aient jamais eu. Ça a fait beaucoup jaser, ça a fait les médias. Et le CISO l'équipe de négociation de l'employeur a décidé de mettre quelques autres journées, quelques autres périodes de négociation, alors que le lendemain, l'Association des professionnels et techniciens qui présentait eux autres aussi un peu un stunt pour attirer l'attention puis décrier le fait que c'est comme bloqué, ça sort pas, il n'y a rien qui bouge, etc. Bien, ça a l'air que ça a bien insulté l'employeur et le directeur général, M. Hébert, et on a décidé qu'on négociait plus avec la PTS et qu'on irait plutôt avec un médiateur passer le 21 octobre, qui est la date limite pour les ententes ou les conventions locales, la négociation à ce niveau-là. Un peu 2 poids, 2 mesures. Donc, pour la ministre de la Santé, Danielle McCann, je pense qu'il va falloir, ça va prendre un peu de temps pour effacer toutes les années de Gaétan Barrette. Pas qu'il a tout fait des choses tout croche, là, mais de ramener ce lien de confiance entre les différents protagonistes du milieu, ça ne sera pas évident. Et c'est souvent une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas venir travailler par ici. On le sait qu'en Outaouais, moi, des fois, j'ai l'impression que ça prendrait peut-être juste une nouvelle attitude, des relations de travail différentes. Je serais curieuse que la ministre demande à voir combien est-ce qu'on dépense en frais de toutes sortes juridiques et autres pour plutôt qu'arriver à des ententes négociées, à des solutions gagnantes, qu'on est toujours à couteau tiré, tout s'en va devant les tribunaux, les arbitres, tout se plaide, ça dure longtemps, il n'y a rien. Et tout ce qui traîne, vous le savez, ça salit, ça finit, que ça fait simplement des gens qui sont aigris, qui sont de mauvaise humeur d'un bord ou de l'autre, et c'est pas très bon pour les relations de travail. Alors, j'espère qu'on aura une nouvelle culture dans le merveilleux monde de la santé. On a le fameux trio économique Dubé, Fitzgibbon, Girard, qui vont toucher à différents aspects des finances. Marguerite Blais, qui va être, ministre rattachée aux aînés. Je suis très fière. Au niveau justice, au niveau sécurité publique, 2 femmes. 2 femmes fortes, Sonia Lebel à la justice. Je ne l'ai pas encore confirmé.
mais ça s'en vient. Et du côté de sécurité publique, Geneviève Guilbeault, qui est de la région de Québec, c'est quand même intéressant de voir deux femmes à la tête de deux gros ministères comme ceux-là. François Legault avait parlé de parité et il l'a fait, cette parité-là. Alors, c'est extrêmement bien. J'ai le reste de la liste, non, pas au complet encore, fait que c'est quelque chose qui évolue là, au fur et à mesure qu'on se parle ici. François Paradis, c'est drôle, j'étais un peu déçue. François Paradis, que j'aime beaucoup, qui avait une émission à TVA à Québec, dans la région de Québec, qui prendrait la présidence de la Chambre. Vous allez me dire, bien, c'est important le rôle d'arbitre, j'en conviens jusqu'à un certain point, sauf que comme c'est un arbitre, c'est moins une personne qui va émettre son avis, son opinion, et c'est un gars d'opinion, François Paradis. C'est un homme articulé qui peut faire avancer des dossiers, et dans mon livre à moi, c'est un peu une perte que de l'envoyer. C'est sûr, c'est intéressant pour la personne, c'est payant d'être président de l'Assemblée nationale, mais je trouve que c'est un peu, ça c'est mon opinion, vous en faites ce que vous voulez, un peu du talent perdu à ce niveau-là. Pour la région, j'espère que je vais finir par avoir la confirmation pour la région. J'attends de voir. On s'attend à ce que ce soit Mathieu Lacombe, qui soit le ministre de la région. Déçu, pas par rapport à la nomination de Mathieu Lacombe du tout, là. On avait 3 personnes de talent, puis je pense que M. Legault se serait pas trompé avec aucune de ces personnes-là, que ce soit M. Bussière avec son expérience en municipal, puis dans le monde des régions, que ce soit Mathieu Lévesque avec sa connaissance du droit, du monde des affaires, une personnalité absolument attachante. Mathieu Lacombe, même chose, un vécu assez intéressant, sa connaissance des médias. J'ai pas encore idée de là où M. Legault va le placer, mais je le verrais tellement dans les affaires intergouvernementales. C'est un gars de classe qui pourrait passer les messages plus durs du gouvernement Legault à son homologue fédéral, qui a une tendance, Dominique Leblanc, à rentrer avec ses gros sabots, et Mathieu Lacombe serait capable de faire la part des choses là-dessus, ou la francophonie. Enfin, on verra. Ça reste à déterminer, mais ça sera important pour la région. Il y en a qui me disaient, comment ça se fait qu'il y a des régions, par exemple, en Abitibi, ailleurs, où il pourrait y avoir jusqu'à 2 ministres, puis nous autres, avec 3 députés caquistes dans la région, puis on espérait encore jusqu'à la dernière minute qu'on ait au moins un ministre. C'est même pas au moins, là, ça le prenait, ce ministre-là. Je pense pas que François Legault aurait insulté l'Outaouais au grand complet. Par contre, je vais envoyer un petit message aux décideurs de tout acabit de notre région. J'ai entendu le maire dire « ça nous prend un ministre » pratiquement la veille des nominations par M. Legault de son cabinet. C'est pour ça, en Outaouais, les amis, qu'on n'a pas souvent grand-chose. Pas qu'on est une gang d'endormis, mais on n'est pas très, très demandant. Je ne sais pas pourquoi, j'ai de la misère à le comprendre. Il y a des régions là, qui sont en sollicitation de ministres depuis le lendemain de l'élection, qui essaient par toutes sortes de moyens, pas d'influencer, parce que c'est quand même la décision finale à François Legault, mais d'envoyer les arguments qui font en sorte qu'on ne peut pas ne pas nommer telle et telle personne. On a des nouveaux députés, alors ils vont prendre l'expérience. Ils auront aussi sûrement des responsabilités intéressantes. Restera toutes les nominations au niveau d'adjoint parlementaire, président de commission. Alors, ça sera certainement à suivre. J'ai confiance que les 2 autres auront des postes aussi très importants. Alors, c'est à suivre. Vous aurez, évidemment, vous allez en entendre parler toute la semaine de savoir qui est ministre. Mais entre-temps, je salue le ministre et député de Papineau, où on enregistre ici cette émission. C'est maintenant le nouveau ministre régional. Alors, bravo. Puis si c'est pas lui, bien, vous direz que tout le monde était tout croche et les prévisions étaient tout croche. Élection le 22 octobre à Ottawa. Croyez-le ou non, ça c'est lundi prochain. On enregistre le jeudi.
plate, mais plus plate que ça comme élection, là, tu meurs. Inodore, incolore, sans saveur. Le maire Watson, qui a peut-être 12-13 adversaires, c'est comme s'il n'y en avait même pas un. Je me demande même s'il ne gagnera pas avec un plus haut pourcentage que ce qu'il avait eu à la dernière élection. Pourtant, c'est pas qu'il n'y a pas des raisons de ne pas élire Jim Watson. Jim Watson, qui, à mon avis, s'attend un peu trop à l'appui des francophones et les francophones le récompensent alors qu'ils ne devraient peut-être pas le récompenser. Parce qu'on l'a entendu beaucoup sur le fait de dire que la haute fonction publique de la ville d'Ottawa est peut-être pas assez vite à se bilinguiser. Je ne sais pas si c'est un mot, mais en tout cas, je l'invente. Ils ne prennent pas leur cours de français trop avec sérieux. Il y a toujours des excuses de conflits d'horaire. Il faudrait qu'on fasse un peu mieux. Mais si le maire, qui est le haut dirigeant, donne pas la ligne à ce monde-là, ne les pénalise pas, ben c'est ça que ça fait. Alors, il y a un petit peu de manque de volonté, un peu de prendre pour acquis la communauté francophone d'Ottawa. En tout cas, ça reste à voir, mais je suis convaincue qu'il va encore entrer à pleine porte. Petit dossier intéressant cette semaine, le maire Watson se retrouve devant les tribunaux. Devinez pourquoi? 3 activistes d'Ottawa qui ont décidé de poursuivre le maire Watson, vous en voyez une à l'écran, parce qu'il les a bloqués de son compte Twitter. Et eux autres allèguent que c'est contraire à la charte, ils ont le droit à l'information, c'est un personnage public, et compte tenu du fait que c'est un personnage public, il ne peut pas bloquer ses commettants. On sait que Donald Trump, il y a eu une décision de la Cour fédérale américaine qui a dit que le président n'avait pas le droit de bloquer des citoyens américains de son compte Twitter qui ont droit aussi à l'information. On verra ce que les tribunaux vont décider ici, mais des fois, je peux vous dire, pour avoir été député moi-même, des fois, il y en a des gens là, que tu as le goût, en mot à dit, de les saper dans la poubelle parce que tu sais qu'ils te cherchent, ce sont des trolls. Moi, je dis aux gens sur Facebook, faites juste pas les prendre comme amis. On n'est pas obligé de les prendre comme amis, là. Ils peuvent être dans filière 13, ça prend une éternité à finir par leur mettre la main au collet, puis à faire toute l'étude du pédigré. Sur Twitter, on a moins le choix, mais vous pouvez les mettre en mode silence, ce qui fait qu'ils vous achaleront plus. Ils pourront continuer à essayer de vous écœurer, mais ça va vous passer 10 000 pieds par-dessus la tête. Paul Bernardo qui a essayé d'obtenir sa libération inconditionnelle. Merci, Commission des libérations inconditionnelles. Je ne pense pas que Paul Bernardo voit le jour en dehors d'une prison avant sa mort, et c'est bien mérité. Ce que cet homme-là a fait endurer aux dizaines de victimes, meurtres, viols, agressions sexuelles de toutes sortes, et c'est absolument épouvantable. Il mérite absolument pas. Pendant ce temps, ben, on va en avoir des libérations surveillées par surveillance policière de Stéphane Godas-Gagné, qui avait été le délateur de Mom Boucher. Et c'est ce samedi qu'on va célébrer Lise Payette officiellement. Parole de Boivin, je dis plus rien. Bye, bonne semaine.